de coco, d'olive, de colza, franchement, on a l'impression que choisir une simple huile de cuisson est devenu un vrai casse-tête. On entend absolument tout et son contraire. D'un côté, on nous parle de super aliments miracles, et de l'autre, on a des avertissements de santé super alarmants. Alors, comment on s'y retrouve ? Prenons l'huile de coco, par exemple. Il y a quelques années, elle était partout, c'était la solution miracle pour tout. Et puis, tout d'un coup, des autorités de santé ont tiré la sonnette d'alarme, la qualifiant carrément de poison pour le cœur. Alors qu'y croire ? Pour le savoir, il faut aller au-delà des gros titres, et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Pour démêler tout ça, voilà le plan de match. On va commencer par plonger dans ce grand débat, puis on va décoder la science des graisses. Ensuite, on rendra un verdict sur les huiles les plus communes, avant de parler de cuisson. Et pour finir, on verra comment se constituer une trousse à outils simple et super efficace pour la cuisine. Mais au fond, d'où vient toute cette confusion ? Eh bien, c'est le choc entre un marketing hyper puissant et la science. L'huile de coco, pour y revenir, a été vendue comme un produit miracle, naturel, exotique. Mais les autorités de santé ont vite rappelé un fait de base. Elle est bourrée de graisses saturées. Et on sait que celles-ci peuvent faire monter le cholestérol et augmenter le risque cardiovasculaire. Face à ce chaos, la solution, ce n'est pas de mémoriser une liste sans fin, c'est de comprendre quelques principes clés. Alors, allons-y, on va utiliser un cadre d'analyse tout simple, basé sur 4 piliers, qui va permettre d'évaluer n'importe quelle huile une bonne fois pour toutes. Voici donc nos 4 piliers. D'abord, le type d'acide gras. Ensuite, l'équilibre crucial des fameux oméga. Puis, la méthode de production de l'huile. Et enfin, sa résistance à la chaleur, ce qu'on appelle le point de fumée. Une fois qu'on a compris ça, croyez-moi, tout devient beaucoup plus clair. Bon, commençons par la base de la base. D'un côté, il y a les graisses saturées. Pensez au beurre, souvent solide. Elles sont très stables, c'est vrai, mais en excès, elles peuvent faire grimper le mauvais cholestérol. De l'autre côté, on a les graisses insaturées, qui sont plutôt liquides et qu'on considère généralement comme bonnes pour le cœur. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les graisses ne se valent pas, loin de là. Et c'est là que ça devient fascinant. Il y a une sorte de compétition qui se joue en permanence dans notre corps. Les oméga 6 et les oméga 3, on en a besoin tous les deux, mais voilà, ils se disputent les mêmes ressources pour être utilisés. Le problème, c'est que les oméga 6 ont tendance à favoriser l'inflammation, alors que les oméga 3, eux, la combattent. L'équilibre entre les deux est donc absolument fondamental. Et voilà le cœur du problème. Notre alimentation moderne est complètement déséquilibrée. On consomme jusqu'à 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. C'est énorme. Pour vous donner une idée, nos ancêtres, eux, avaient un ratio beaucoup plus sain, autour de 4 pour 1. Ce déséquilibre massif, ça favorise un état d'inflammation chronique dans notre corps, qui est lui-même lié à plein de maladies modernes. Notre troisième pilier, comment l'huile est fabriquée. C'est un peu deux mondes qui s'opposent. D'un côté, une huile pressée à froid. C'est une extraction mécanique, douce. Ça préserve ses nutriments, son goût. De l'autre, une huile raffinée subit des traitements lourds, avec de la chaleur, des solvants. Le résultat, c'est une huile neutre, stable certes, mais nutritionnellement vide. Et enfin, le point de fumée. C'est tout simple, c'est la température à ne jamais dépasser. Si une huile commence à fumer dans la poêle, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'elle se dégrade, qu'elle produit des composés toxiques et qu'elle va donner un mauvais goût aux aliments. C'est vraiment un repère de sécurité essentiel en cuisine. Ok, maintenant qu'on a nos outils en main, le plus intéressant commence. On va les appliquer. Passons au verdict sur les huiles qu'on trouve le plus souvent dans les rayons de nos supermarchés. Commençons par la catégorie des huiles à consommer avec modération. Ce sont les huiles tropicales comme l'huile de coco et l'huile de palme. Leur principal défaut, c'est leur teneur hyper élevée en graisses saturées. Celles qui sont connues pour augmenter le mauvais cholestérol, un facteur de risque pour la santé du cœur. Et ce graphique illustre parfaitement l'ampleur du problème. Regardez, l'huile de coco, c'est environ 92% de graisse saturée. C'est même plus que le beurre. L'huile de palme est à 50%. Et en comparaison, l'huile d'olive, elle, est à seulement 15%. La différence est juste spectaculaire. Mais attention, il y a encore pire. On entre dans la catégorie des pires huiles. On trouve ici les fameux gras trans industriels qui sont créés artificiellement et certaines huiles de graines. Et même si elles sont végétales, ces dernières peuvent être une véritable catastrophe pour notre équilibre oméga. Concrètement, sur une étiquette, l'ingrédient à fuir, c'est huile partiellement hydrogénée. Ça cache des gras trans. Il est aussi conseillé de limiter très fortement les huiles de maïs, de tournesol classique ou de soja. Pourquoi ? Leur ratio oméga 6 sur oméga 3 est tellement déséquilibré qu'il en devient pro-inflammatoire. On parle de ratios qui dépassent parfois 65 pour 1.
Heureusement, après ces mauvaises nouvelles, il y a de très très bonnes options. On arrive à la catégorie des bonnes huiles, celles qui sont riches en graisses monoinsaturées, qui sont bénéfiques et qui présentent des profils oméga beaucoup plus équilibrés. Ce tableau résume un peu nos championnes. L'huile d'olive, bien sûr, le pilier de la diète méditerranéenne, elle est excellente pour un usage quotidien. L'huile de colza, elle, a un ratio oméga presque parfait, c'est génial. L'huile d'avocat est idéale pour les hautes températures. Et l'huile de noix, c'est une merveille pour son apport en oméga 3. Mais attention, uniquement à froid. Avoir une bonne huile, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi l'utiliser correctement. Et c'est là que notre fameux point de fumée devient crucial, parce que toutes les huiles ne supportent pas la chaleur de la même façon. Voilà un guide tout simple. Pour les vinaigrettes, on privilégie les huiles fragiles et riches en oméga 3, comme l'huile de noix ou de colza vierge. Pour une cuisson à chaleur moyenne, comme pour faire sauter des légumes, l'huile d'olive extra vierge est parfaite. Et pour saisir une viande ou rôtir au four à haute température, l'huile d'avocat est vraiment imbattable. Alors, concrètement, comment on applique tout ça de manière simple à la maison ? Inutile d'avoir 10 bouteilles différentes qui traînent dans le placard. En réalité, une petite sélection bien pensée suffit amplement. Premier élément de notre trousse, une huile pour la chaleur intense. L'huile d'avocat est de loin le meilleur choix, grâce à son point de fumée qui est exceptionnellement élevé, même dans sa version vierge. Ensuite, le pilier de la cuisine, l'huile d'olive extra vierge. Elle est polyvalente, elle est stable à chaleur moyenne, elle est pleine d'antioxydants et en plus, elle est délicieuse. C'est vraiment l'huile à tout faire par excellence. Et enfin, pour un maximum de bienfaits anti-inflammatoires, il faut une huile riche en oméga 3, mais qu'on utilise crue. L'huile de noix ou de colza vierge, c'est l'idéal pour sublimer une salade ou un plat juste avant de le servir. Avec toutes ces clés en main, une dernière réflexion s'impose. Si on ouvrait nos placards de cuisine, là, maintenant, quelle huile y trouverait-on le plus souvent ? Et est-ce que ce choix correspond vraiment à nos objectifs de santé ? Finalement, le pouvoir de faire un choix éclairé nous appartient.